Alors bonjour à tous, c'est la conclusion, la dernière vidéo de ce tournoi des Young Master Cup. Vous savez, ce tournoi qui oppose les jeunes maîtres et grands maîtres. On a déjà vu une vidéo avec la huitième de finale, puis on a fait les quarts de finale, la demi-finale, et là, c'est la finale. Et qui retrouve-t-on dans cette finale? On va retrouver Christopher Woonjin-Yu, le jeune grand maître américain. Et on en a déjà parlé, on l'a déjà vu jouer, puisqu'on a vu deux parties de lui. L'une où il joue une partie espagnole, et il va très vite sacrifier la qualité dans l'ouverture, un sacrifice atypique dans cette ouverture, qui va permettre de déséquilibrer la position et qui va lui donner de l'attaque et un jeu de couleurs, un jeu sur les cases noires. Et puis on a vu, dans sa demi-finale, qu'il gagne contre Volodar Murzin. On a vu qu'il reproduit l'ouverture, une des ouvertures favorites du grand champion du monde, de l'ancien champion du monde Bobby Fischer, le fameux système de l'attaque est-indienne. Et dans cette finale, il est opposé à Aydin Suleimanli. Alors Aydin Suleimanli, on n'a pas eu l'occasion encore de faire une vidéo de lui, donc on va le voir dans la finale. C'est pas un inconnu dans son parcours jeune. Il a été champion d'Europe des moins de 8 ans, des moins de 12 ans, champion du monde des moins de 14 ans. Et on va voir ce que va donner cette finale. Alors, ils se sont affrontés dans plusieurs parties dans cette finale. C'est pas sur une seule partie. Il y a plusieurs parties dans des différentes cadences. Et Aydin Suleimanli, bien que le score soit assez serré, c'est quand même lui qui imposait le tempo. Il menait toujours au score et Christopher Woonjin-Yu doit le rattraper. On va voir s'il va réussir dans cette partie. Alors dans cette partie, Aydin Suleimanli a les blancs et il ouvre avec le pion C, il joue C4. L'ouverture anglaise, ce coup de flanc, ce coup de l'aile, ce pion C qui vient contrôler la case centrale D5. Lutter en fait contre l'avance du pion D7 en D5. Comme les noirs ne veulent pas jouer D5 ici, ce qui autoriserait l'échange d'un pion de l'aile contre un pion du centre, ils vont plutôt jouer E5. Cavalier C3 et fou B4. Le fou sort rapidement en B4, alors pourquoi faire? C'est vrai qu'il vise le cavalier et ce possible échange du fou contre cavalier modifierait la structure de pion, puisque les blancs devraient alors reprendre d'un pion, ce qui créerait des pions doublés. Et Aydin Suleimanli, il ne veut pas affaiblir sa structure de pion, il joue dame C2. Ainsi, sur l'échange fou prend cavalier, il peut reprendre de la dame et conserver intacte sa structure de pion. Cavalier F6 est joué. Cavalier F3 attaque le pion E5. On n'a pas peur, bien sûr, de la pousser en E4, puisque le cavalier pourrait prendre, et sur une reprise, on reprendrait sur échec. Et si les noirs voulaient, avant de jouer E4, prendre le cavalier, eh bien, on reprendrait de la dame, et sur E4, il y aurait toujours ce coup dame E5 échec. Soit le roi devrait aller en F8, il serait déroqué, soit les noirs doivent jouer dame E7, il y aurait un échange de dames qui provoquerait le dérocage du roi noir, et après le cavalier bougerait. Mais c'est pas comme ça que va continuer la partie. Dans cette position, les noirs ne vont pas chercher à avancer le pion en E4, ils vont jouer cavalier C6 pour le défendre, parce qu'évidemment, ça attaquait, donc ils défendent. Les blancs jouent E3, petit roc, et là, cavalier D5. Le cavalier questionne le fou, et les blancs n'ont pas peur que le cavalier noir prenne, puisque le pion pourrait reprendre, chassant le cavalier C6, qui permettra au cavalier F3 ensuite de gagner le pion en E5. Donc les noirs vont jouer tour E8 pour défendre ce pion E. A3 attaque le fou. Alors ici, il ne voulait pas Aydin Suleimanli prendre le fou tout de suite avec le cavalier parce que la reprise attaquerait sa dame. Donc il préfère jouer A3. Alors le fou rentre à la maison, il vient en F8. A noter que si le fou venait en A5, il se prendrait la fermeture éclair. Vous savez, avec l'avance du pion B4, fou B6. Mais il n'y aurait pas C5 tout de suite parce qu'on perdrait le cavalier blanc. Mais on pourrait échanger les cavaliers d'abord sur échec. Et après, jouer le coup C5, qui enferme le fou. Alors certains vont me dire, oui, mais il y a E4. E4 libère la dame qui attaque la tour et attaque le cavalier. Oui, mais les blancs pourraient jouer fou B2, attaquer la dame, régler ensuite le problème du cavalier, et le fou noir, lui, il est toujours piégé. Il subit toujours la fermeture éclair. C'est pourquoi, après le coup A3, c'est fou F8 qui est joué. B4, double idée, hein. L'avance du pion B peut permettre de jouer B5, déstabiliser le cavalier en C6, tout en libérant la case B2 pour le fou. C'est comme ça qu'un pion de l'aile, un pion B, peut avoir une action au centre. Parce que cette menace de jouer B5, ça déstabilise le cavalier, donc ça déstabilise finalement les défenses noires, le contrôle des cases noires au centre, puisque le cavalier contrôle les cases au centre. Et en même temps, libérer la case B2 permet au fou d'avoir une action sur la grande diagonale noire, et donc une action sur les cases centrales. Alors les noirs ici, ils ont joué à 5. Il tape sur le pion B, mais le pion B continue son avance, B5. Là, il y a un échange, cavalier prend D5, pion prend, le cavalier noir
est attaqué, il va venir en E7, même si ça perd le pion E5, parce qu'il va se rattraper sur le pion D5. Pour autant, je reviens un peu avant, ici, il aurait pu être intéressant pour les noirs, finalement, de laisser le cavalier en C6 et de contre-attaquer avec la poussée E4, avec la tour en E8 qui soutient cette poussée et qui questionne aussi le cavalier F3. Mais c'est pas ce qui a été joué, cavalier E7 a été joué. Donc il y a un échange, cavalier prend E5, les noirs repoussent d'abord le cavalier en libérant le fou avant de récupérer le pion. Cavalier F3 et cavalier prend D5. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Au niveau du rapport matériel, des pièces, il y a toujours les mêmes pièces sur l'échiquier. Une dame, deux tours, deux fous et un cavalier. Mais au niveau de la structure de pion, elle est considérablement modifiée par rapport à tout à l'heure. Le combat des pions a modifié la structure de pion, et il faut comprendre finalement à qui profite cette modification de structure de pion. Et pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'elle profite aux blancs. Parce que les blancs ont obtenu une colonne semi-verte C, sur laquelle ils pourront mettre des pressions contre le pion arrière C7, une très longue colonne semi-verte d'ailleurs, la plus longue qui soit possible. Certes, le cavalier D5 défend le pion C7, certes, la dame défend le pion C7, mais le cavalier D5 pourra être chassé. Quant à la dame, si elle est obligée de défendre, c'est assez passif. Et puis surtout, une fois qu'on aura pu jouer fou B2 et tour C1, on va doubler les attaques contre le pion C7. Et si ce pion C avance, il se fera taper par le pion B5 et changer. Et en C5, ça sera la prise en passant. Donc finalement, les blancs peuvent avoir un jeu sur la colonne C. Alors les noirs ont une colonne semi-verte aussi, la colonne E. Mais la colonne E bute sur le pion E3, qui est solidement défendu par le pion D2 et le pion F2. Donc j'aurais tendance à dire que dans ces modifications structurelles, c'est les blancs qui s'en sont le mieux sortis. Mais vous l'avez remarqué, le roi blanc il traîne au centre. Il est toujours en E1, sous le viseur de la tour. Donc ici, il faut chercher avec les blancs à évacuer le plus vite la colonne E, à roquer. Par exemple, j'aurais tendance à proposer fou D3, qui associe la dame et le fou dans l'attaque du pion H7, pour obliger les noirs finalement à avancer un des pions pour régler le problème du pion H7, et ensuite roquer très vite. Mais c'est pas ce qui a été choisi par Soleimani. Il a joué fou C4. Lui, il veut attaquer le cavalier et faire petit roc. Sauf que là, le cavalier, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait, mais il aurait pu venir en F4. Profiter du clouage du pion en E3. Ça attaque G2, ça libère le pion D pour qu'il puisse venir en D5. Et l'analyse de la partie montre que ce coup cavalier F4 cause problème aux blancs, en fait. On pourrait se dire qu'il suffit de faire petit roc pour régler le problème du pion G2. En réalité, c'est pas si facile, parce que les noirs vont encore jouer D5. Et là, il va falloir reculer le fou en D3, accepter son échange contre le cavalier, par exemple, mais surtout ne pas le reculer en B3. Parce que ça permettrait aux noirs de déclencher une attaque furieuse contre le roc blanc. Avec cavalier prend G2. Roi prend. Fou prend H3 échec. Vous allez me dire, fou H3, pardon, échec, vous allez me dire c'est n'importe quoi, le roi prend. Mais dame D7 échec. Le roi va essayer de se cacher, il peut venir en G2. Mais dame G4 échec. Attaque roi, attaque le cavalier. Roi H1, dame prend cavalier échec, roi G1. Et là, on fait basculer la tour avec la menace tour G5, mat. Donc on s'aperçoit dans cette position que le coup cavalier F4 pose problème. Libère la possibilité pour le pion D d'aller en D5, attaque la case G2, il contrôle aussi des cases E2 et D3, ça peut parfois être utile. Et finalement, le roc n'est pas salutaire à cause de cette idée de jouer D5 avec des sacrifices en G2. Donc cavalier F4 est très déstabilisateur. Mais pour tout vous dire, c'est très difficile à trouver tout ça en partie de 3 minutes plus 2 secondes. Nous sommes dans une partie de départage. Le score est serré entre les deux joueurs dans cette finale. Et donc là, il n'y a pas de temps, bien sûr. Et il ne trouve pas ça, Christopher Woo Jing-Yu. Il joue cavalier B6. Alors le fou recule en D3, attaque H7. Et là, Christopher Yu, il a une succession de coups assez faibles. Déjà, il n'a pas trouvé le coup cavalier F4. Là, il ne va pas trouver la meilleure façon de régler le problème de l'attaque sur H7. La meilleure façon aurait été de jouer H6. Mais il a joué G6. Vous allez me dire, G6, c'est très bien. Ça bloque bien cette batterie d'attaque des Blancs, avec les pions F7 et H7 qui défendent bien. Mais ça ouvre cette diagonale sur laquelle les Blancs rêvent de placer leur fou. D'ailleurs, ils jouent fou B2. Et une erreur n'arrive jamais seule. C'est ça le problème. Et là, on sent que Christopher Woo Jing-Yu perd un peu pied dans la position.
parce qu'il ne va pas jouer fou G7, il ne va pas contester la diagonale. Il va développer son fou en G4. Peut-être pense-t-il que la menace fou prend cavalier, avec cette menace de destruction, va contraindre les blancs à revenir en défense. Mais non, Soleimani continue l'attaque, il joue dame C3, et maintenant c'est la menace de rentrer en H8 et de faire mat avec le fou B2 qui s'associe. Et on ne peut plus jouer fou G7 maintenant, c'est trop tard. Donc qu'est-ce qu'on fait pour éviter le mat? On va jouer F6, mais ça va perdre un pion. Parce que Soleimani maintenant, il prend en F6, ça provoque l'échange des dames, mais les blancs ont gagné un pion. Alors certes, les noirs ont la possibilité de dégrader un peu la structure blanche en échangeant en F3. Maintenant, ils vont jouer fou G7. Ils s'opposent au fou des blancs et puis ils essaient de casser la paire de fous parce que les blancs, ils ont ici la paire de fous dans une position ouverte. C'est très efficace. Donc fou G7 a pour but de casser la paire de fous. Fou prend, roi prend. Mais les blancs ont un pion de plus. Un pion de plus et du jeu structurel. Premier jeu structurel, on avait parlé tout à l'heure, la colonne C. Donc tour C1, attaque du pion arriéré C7. Pour essayer de contraindre les noirs à une défense passive. Tour E7 pour défendre latéralement, le pion C7. Roi E2, donc le fait de bouger le roi met les tours en liaison ici. Tour F8. Et là, comment on évolue avec les blancs? Quelle pourrait être l'idée d'évolution avec les blancs? Parce que il y a beaucoup de joueurs parmi vous qui ont parfois du mal dans les ouvertures, ou parfois ils connaissent bien les ouvertures et jouent leur ouverture, et après c'est le milieu de jeu où les plans sont difficiles à mettre en place. Et il y a d'autres joueurs, c'est dans les finales qu'ils perdent pied. Quand il n'y a plus la dame sur l'échiquier, ils ne savent plus vraiment ce qu'il faut faire dans la partie, ils perdent les idées d'attaque du roi, parce qu'évidemment sur les dames, le jeu est beaucoup plus indirect, on ne cherche pas à mater le roi immédiatement comme ça. Donc il faut trouver des plans d'évolution quand même. Et là, ça m'intéresse de savoir ce que vous trouvez, à quoi vous pensez. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir comment vous joueriez cette finale. Quel pourrait être votre plan, votre idée ici. Et on débriefe ensemble après. À tout de suite. Alors, à quoi avez-vous pensé? Ici donc, on a la pression sur la colonne C. On pourrait chercher à doubler les tours sur la colonne C, mais les noirs pourraient aussi défendre, finalement. En tour F7, ils arriveraient à défendre le pion C7. Alors on pourrait se dire aussi, on a un fou contre un cavalier, un fou de case blanche contre un cavalier, donc on doit chercher à jouer sur les cases blanches. Et on pourrait, pourquoi pas, essayer de jouer fou E4 pour attaquer B7. Mais le cavalier B6 est là, les noirs ont peut-être la possibilité de jouer D5 d'ailleurs. Et de contrer le fou. Alors les blancs ici, ils vont faire ce qu'on appelle une attaque de minorité. Bon. Ils ont un pion isolé en H. Et les noirs ont une mini structure de pion avec H7 G6, qui couvre leur roi d'ailleurs. Une structure de pion qui entrave également le fou de case blanche. Le fou de case blanche bute, se cogne la dent, se casse la dent sur le pion G6 qui est bien défendu par le pion H7. Donc l'idée en fait c'est de jouer H4. Puis de jouer H5 finalement, sous le soutien de la tour. Avec l'autre tour qui pourrait également arriver sur la colonne G et avoir un jeu comme ça sur les colonnes G et H. Et détruire la protection de G6, jouer H5 pour prendre, pour que le pion H7 puisse reprendre, et finalement que le pion G6 devienne un pion isolé et devienne un pion cible. Et si les noirs jouent eux-mêmes H5 pour bloquer le pion H, par exemple comme ça, eh bien tout de suite on peut se mettre à attaquer G6 également. Donc on pourrait essayer de jouer entre la pression sur le pion G6 et la pression sur le pion C7, qui sont d'ailleurs deux pions arriérés. Donc dans la partie, ici, c'est le pion H4 qui part à l'aventure, qui part à l'assaut. Alors les noirs, qu'est-ce qu'ils ont joué? Ils ont joué cavalier A4. On peut les comprendre d'ailleurs. On se dit, on ne met pas un cavalier au bord, mais le cavalier ne va pas coucher au bord là. Il se recycle. Il veut revenir en C5. En C5, c'est pas mal parce que ça empêche la tour de presser C7 et le cavalier en C5 attaque le fou. Menace d'ailleurs de prendre le fou, et sur une reprise du roi, ça perdrait le pion F3, parce que le roi il ne peut pas être au four et au moulin, il est surchargé entre la défense du fou et du pion. Mais les blancs continuent leur plan. H5, cavalier C5, H prend G6, H prend G6, et là on ne va pas autoriser l'échange du cavalier contre le fou, qui détournerait le roi et perdrait le pion F3. Là le fou vient en C2. Et le fou, il domine le cavalier. Qu'est-ce que c'est que de dominer le cavalier? En fait, c'est de contrôler toutes les cases d'évolution du cavalier. Voyez, en contrôlant toutes ces cases-là, le cavalier ne peut pas s'approcher.
Et le cavalier est une pièce à courte portée. C'est pour ça que dans les positions ouvertes, et dans des finales ouvertes, le fou est souvent supérieur. Parce que vous voyez, le fou, il empêche le cavalier de progresser. Alors on pourrait se dire, oui, mais le cavalier domine aussi le fou. Le fou peut pas... le cavalier empêche le fou de progresser. Oui, mais le fou, il peut rester où il est en C2 en réalité. Il tient à distance, à respect le cavalier, et il presse le pion G6. Il va participer à l'attaque du pion G6, en fait, du pion à isoler G6. Alors dans la partie, les noirs ont joué cavalier E6, et remanœuvrent, avec une menace d'ailleurs. Et encore une fois, ça m'intéresse de voir si vous allez trouver le coup de Soleimani. Qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs ici? Là, c'est plutôt un coup pour parer une menace, pour se défendre. A tout de suite. Alors, j'espère que vous avez mis la vidéo sur pause et que vous avez eu des idées. Donc ici, la menace, c'est de jouer cavalier D4. Toujours de profiter finalement du vis-à-vis de tour roi, qui fait que le pion E3 serait cloué si le cavalier vient en D4. Et le cavalier en D4 attaquerait le roi, attaquerait le fou, mais attaquerait également le pion F3 doublement. Donc pour éviter cela, eh bien, Soleimani joue tour H4. Ainsi sur cavalier D4, la tour peut prendre. Alors c'est cavalier F4 qui a été joué, échec, mais c'est moins dommageable pour les blancs en fait ce coup de cavalier F4 échec, parce que ça n'attaque que le roi en réalité. Alors évidemment, on ne va pas prendre de la tour, parce que les noirs pourraient reprendre, et toujours le même problème, on ne peut pas reprendre du pion à cause du clouage. Il faut bouger le roi, pas n'importe où. Hein. Il y a un cavalier, donc quand il y a un cavalier, il faut éviter les fourchettes, il ne faut pas aller en E1, parce qu'il y a cavalier G2 qui attaque roi tour. Donc dans la position, le roi a été en F1. Le cavalier revient en E6. Et là, ça attaque le pion. Alors qu'est-ce qui a été joué? Roi G2, roi F6, F4. Vous voyez l'équilibre dans la position entre les pions qui contrôlent les cases noires et le fou qui contrôle les cases blanches. C'est comme ça qu'il faut jouer lorsqu'on a un fou. Toujours essayer d'établir sa structure de pion, essayer de fixer sa structure de pion sur la couleur contraire au fou. Ainsi, vous contrôlez toutes les cases de l'échiquier. Les noirs jouent tour G7 pour venir défendre la faiblesse G6. Tour H6, vous voyez, on double les attaques. Et on contraint les noirs à se défendre. Les noirs ont joué cavalier D8, fou E4, attaque B7, mais le cavalier défend. Hein. Les noirs jouent tour E8, questionnent le fou. Roi F3 pour venir le défendre. Cavalier F7, attaque la tour. C'est pour ça qu'on ne peut pas se saisir du pion B7. Il faut régler le problème de la tour qui recule en H1. Le cavalier revient en D8, défendre B7. Tour G1, toujours pour presser G6. Tour G8. Fou D5, on essaye de déstabiliser la tour qui est en défense du pion G6, donc tour E8. Et là, tour C1. Vous voyez, dans cette finale, en fait, les blancs n'ont pas de plan immédiatement gagnant, mais ils sont mieux, ils ont un pion de plus, ils ont une domination de la position. Alors comment il faut faire? Il vaut mieux pas essayer de forcer, de vouloir à tout prix évoluer, et parfois on veut évoluer à tout prix, et puis finalement, on s'envoie en l'air. La position, voilà, il faut essayer de construire pas à pas, d'être prudent, d'évoluer prudemment pour ne pas dilapider son avantage. Et il faut essayer de louvoyer. Parce qu'en réalité, la position noire n'a pas besoin d'essayer de la forcer ici. La position noire est très difficile à endurer psychologiquement. Parce que les noirs, ils savent qu'ils ont un pion de moins. Ils savent ici que le fou est supérieur au cavalier. Ils savent que les tours blanches sont à l'attaque. Celui qui a les noirs, il ressent cette difficulté à le défendre, à devoir aller défendre le pion C7, le pion B7, le pion G6, qui sont des pions qui ont été à tour de rôle attaqués, visés. Donc les noirs, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment de chance de gain. Donc ils attendent la faute des blancs. Et puis voilà, c'est pas plaisant à jouer ce type de position. Des défenses comme ça passives où tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver le match nul et qu'on n'aura pas vraiment de chance de gagner. Donc les blancs doivent ce qu'on appelle louvoyer, le louvoiement. Passer d'une faiblesse à une autre. Essayer de tester un petit peu. Attaquer un pion ici, attaquer un pion là. Essayer de tester comment l'adversaire arrive à défendre tout ça. Vous épuisez l'adversaire nerveusement, surtout dans une partie rapide comme ça. Et puis à un moment donné, l'adversaire peut ne pas voir une de vos attaques. Puis parfois, vous pouvez masquer vos attaques aussi. Je crois que c'était dans le livre des finales de Cheressevski que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Et il expliquait ça. Masquer vos attaques. Par exemple, si vous n'avez pas d'attaque gagnante directe, mais vous avez des attaques très contraignantes qui vont poser problème à l'adversaire, bah vous n'êtes pas obligé de l'attaquer directement. Vous pouvez
en attaquant un petit peu d'autres faiblesses, vous pouvez finalement embrouiller l'adversaire et endormir la vigilance et la méfiance de l'adversaire sur votre vrai objectif d'attaque. Et donc là, pour l'instant, c'est ce que fait Aiden Soleimani. Il n'a pas beaucoup de temps, il ne force pas l'opposition, il attaque, met des pressions un peu partout, il ouvre. Les Noirs ont joué tour F8, A4, tour E8. Et là, il commence à progresser un peu, E4. Son plan d'évolution va être basé finalement sur sa majorité de pions centrales. L'idée, c'est de jouer D4, puis d'évoluer avec E5 après, sur échec. Cavalier E6. Alors là, on pourrait prendre le pion B7, mais il ne l'a pas fait. Certainement que sur fou prend B7, cavalier C5 l'embêtait. Attaque le fou, attaque le pion A4, met des pressions également en E4. Il faut faire attention aussi peut-être avec un coup comme cavalier D3 qui pourrait arriver. Donc il n'a pas voulu prendre le pion B7 ici. Il a été fidèle à son plan, il joue roi E3 pour contrôler la case D4 et soutenir l'avance du pion en D4. Tour E7 et D4. Roi G7. On revient en G1, mettre la pression sur G6, et vous voyez, un coup comme F5 peut devenir aussi intéressant, parce que ça attaque le cavalier, ça le pique. Ça pique la croupe du cavalier, et en même temps, ça attaque 2 fois le pion qui est cloué. Les Noirs jouent C6, attaquent le fou, il y a un échange, prise, et là, F5. Et on n'a pas peur de pion prend fou, parce qu'on ne se venge pas tout de suite sur le cavalier, on va faire d'abord tour prend G6, échec. Essayer de dégrader au maximum le roi avant de prendre le cavalier. Donc, dans la position, sur la poussée F5, le cavalier est venu en F8. Fou prend C6 attaque la tour, qui vient en C8 contre-attaquer sur le fou et chercher l'ouverture de la colonne C. Fou D5. Tour C3 échec. Roi F4. Tour D3 attaque le pion D. Tour D1 on essaie de défendre par rayon X. Et on propose d'échanger tour. Tour A3 attaque le pion A4. Fou C6 on vient le défendre. Prise en F5. Prise en F5 et les blancs... ils ont validé un pion passé. Cavalier H7 pour tenir F6. Tour G1 échec. Roi F8 avec la tour qui défend latéralement le cavalier. Fou D5. Mine de rien, c'est une sacrée menace. Hein. Ça menace tour G8 mat. C'est la protection du fou. Donc les Noirs ils disent non, on ne va pas se faire mater. Ils jouent tour G7. Et là, F6. Alors c'est intéressant ce coup F6. Les Noirs n'ont pas été le prendre, le pion. Si les Noirs viennent prendre ce pion, avec cavalier prend F6, alors il y aurait tour H8 échec. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Si le roi vient en E7, on perd la tour, et c'est même mat d'ailleurs. Regardez, ce mat-là, échec et mat. Donc du coup, sur tour H8 échec, voilà, on ne peut pas bouger le roi, donc il faut mettre le cavalier en G6, certainement. Mais là, on a deux façons de gagner une pièce. Soit on échange les tours, tour prend, roi prend, et on prend le cavalier ensuite sous la protection du fou. Soit même on fait tour prend G8, échec tout de suite. Parce que la tour G1 défend la tour G8 par rayon X. Passe au travers, comme ça. Dès qu'il y a une prise, on reprend, le roi doit bouger. Et on a une pièce en plus dans la position. On est une pièce et un pion, donc on est gagnant. C'est pour ça, après que ce coup F6, c'est bien joué. On n'a donc pas peur de cavalier prend, parce que ça ouvre la colonne H. Ça va déstabiliser les Noirs. Donc les Noirs prennent pas. Ils font tour prend G1. Ils s'attendaient peut-être à ce que les Blancs reprennent et ensuite ils prennent en F6 attaquant le fou et défendant la case G8. Mais les Blancs, ils ne reprennent pas la tour. Ils prennent le cavalier. Et là, abandon des Noirs. On menace ni plus ni moins de mater en fait. On menace tour H8 échec. La tour devra revenir et tour prend tour mat. Et l'association de la tour sur la 7e rangée, du fou qui est particulièrement bien placé, du pion passé, eh bien, les Noirs sont contraints à l'abandon ici. Non, en réalité, Christopher Woon Jin-Yu, il a même perdu autant, et plus de temps. Mais là, il a des gros problèmes, il y a des menaces de mat qui arrivent, même si les Noirs arrivent à empêcher le mat, il y aura des problèmes de promotion avec le pion F. Donc c'est une très belle position, évidemment, c'est une position gagnante pour les Blancs. Alors vous l'avez vu, Soleimani a bien joué cette finale de tour. Et là, regardez une autre finale de tour qu'il a jouée donc dans ce même match de finale contre Christopher Woon Jin-Yu, dans une autre partie de cette finale. Et là, avec les Blancs, il va trouver le seul chemin de gain, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il a joué G6 échec, donc le roi est venu en F6, et il trouve le seul coup gagnant ici avec les Blancs. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez le chercher. À tout de suite. Alors, le seul coup gagnant ici avec les Blancs,
c'est de jouer tour G5. C'est mignon quand même, parce que si le roi prend la tour, alors pion G7, et les noirs n'arrivent plus à arrêter la dame. Donc le roi noir ne peut pas prendre la tour, et dans la partie, Christopher Woodjinyu n'a donc pas pris la tour, et il est venu en G7. Mais ça a permis ensuite d'éliminer le pion en E2, la tour blanche défend le pion H5, et cette position est gagnante pour les blancs. Alors ça a mis beaucoup de temps pour qu'il gagne, mais il a fini par gagner cette position. Alors on voit que Heidan Suleimani, dans ce match final, a surclassé son adversaire dans les finales de tour. On verra quel avenir s'ouvrira à ce joueur, s'il réitère de nouvelles victoires dans des tournois, cette fois-ci avec des joueurs plus matures, plus mûrs dans leur jeu. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi cette aventure de la Cup des jeunes maîtres. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.